Bonsoir à tous, la Guadeloupe connectée, c'est le sujet de ce nouveau numéro de TV Echo, consacré donc ce soir aux applications mobiles 100% guadeloupéennes. Alors allons tout de suite découvrir Foodil, qui a été la toute première application mise en place sur le territoire. Foodil est né à partir d'un groupe Facebook. Jessica Brudet, la fondatrice de Foodil, animait ce groupe, et puis il y avait de nombreux échanges en fait sur les restaurants de Guadeloupe, les endroits où il fallait manger, les endroits à éviter. Et petit à petit, ça s'est structuré dans la tête de Jessica, qui a eu envie en fait d'en sortir une application. Elle a donc demandé à sa communauté de choisir un nom. Plusieurs noms ont été proposés, et celui qui a fait entre guillemets l'unanimité, ça a été Foodil. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 10 000 téléchargements pour l'application Foodil, pour iOS et pour Android également, puisqu'elle est disponible sur les deux systèmes d'exploitation. Et puis, c'est aussi un site internet derrière, foodil.com, qui reprend justement le guide des restaurants de Guadeloupe, qu'on retrouve également dans l'application. L'application vous permet de pouvoir en trouver un restaurant en fonction du lieu où vous vous situez. Donc vous rentrez le lieu, ou vous rentrez le type de restaurant que vous cherchez, et à partir de là, dans votre zone géographique, l'appli est capable de vous dire quels sont les restaurants qui correspondent à vos critères. Alors on va demander donc par ville. Par ville, nous sommes donc ici à Bemao. On va lancer la recherche. Donc là, on a tous les restaurants qui sont dans le périmètre de Bemao qui apparaissent automatiquement. Voilà. Donc, on peut faire la recherche également en géolocalisation, près d'ici. Voilà. Et donc là, automatiquement, il va me trouver donc les restaurants qui sont au plus proche de moi, dans ce cas-là. La recherche peut être également lancée par type de restaurant. Là, on a plusieurs types. Donc le choix est quand même relativement large en termes de restaurants. Alors, comment ça fonctionne? La communauté Foodil teste les restaurants divers et variés. Donc, comme je vous ai dit, on a une communauté qui est relativement large, puisque aujourd'hui, la communauté Foodil sur Facebook, c'est à peu près 10 000 personnes. Donc, qui sillonnent la Guadeloupe, qui vont tester des restaurants et qui font des recommandations. Donc si le restaurant a plutôt une bonne recommandation, donc il y a un premier qui recommande, d'autres foodiliens y vont, et ensuite on remonte une tendance par rapport à ce restaurant-là. Si la tendance est positive, le restaurant est rajouté dans l'application. Ensuite, il y a une autre démarche qui est le produit de mise en avant des restaurants par Foodil, où là nous approchons les restaurateurs pour les accompagner dans leur communication. Le Van Cleef est l'un des tout derniers restaurants à avoir fait confiance à Foodil. Mais qu'attend-il exactement? Une belle vitrine déjà, un partenariat ensuite, puisque grâce aux ateliers cuisine, on va travailler ensemble et pas l'un pour l'autre. Et puis ça me permet de développer mon ancienne et d'avoir une belle image projetée par leur site, leur Facebook et leur Instagram. Foodil a lancé des ateliers. Alors l'objectif c'est quoi? C'est que on puisse apprendre à monsieur tout le monde finalement à venir cuisiner, à venir découvrir des techniques, à venir découvrir des plats. Donc nous avons développé 3 types d'ateliers. Les ateliers chez les foodiliens, donc un membre de la communauté Foodil qui nous reçoit chez lui, qui nous reçoit dans sa cuisine pour partager un plat, pour partager une recette, juste pour nous ouvrir sa cuisine aussi. Nous avons les ateliers dans le labo que nous avons aux Abîmes, où là nous pouvons recevoir jusqu'à 12 personnes par cours. Et puis nous avons également des ateliers dans les restaurants, comme c'est le cas ici. J'ai accepté de participer à ça parce que je pense que c'est super intéressant pour les gens d'apprendre à cuisiner d'une manière différente que ce qu'ils ont l'habitude. Je suis quelqu'un je suis très passionnée par la cuisine, et le fait de partager ce que j'aime faire avec amour, je trouve ça chouette. C'est pas un métier à la base que j'ai fait par choix, et depuis plus de 15 ans maintenant, j'y ai trouvé un plaisir inouï à le faire en fait, et je suis restée dedans parce que j'aime donner du plaisir aux gens, leur faire découvrir de nouvelles saveurs, de nouveaux goûts,
pour moi, c'est important. J'anime également les ateliers Foodil, puisqu'il y a donc 3 chefs permanents qui sont là pour pouvoir s'occuper des ateliers dans l'animation et dans la réalisation. Donc, moi, au-delà de la partie développement des ateliers, j'anime également certains ateliers Foodil, certaines démonstrations Foodil également, puisqu'on fait également des démonstrations en extérieur et notamment en grande surface. Et puis, quand on travaille dans des établissements comme le Van Cleef, eh bien, là, j'assiste le chef dans la démarche d'animation de son atelier. Après Foodil, allons rencontrer maintenant Yannick qui vient de créer Carter, une application qui met en lien les utilisateurs avec des chauffeurs privés, mais également des utilisateurs entre eux de covoiturage. Alors Yannick Jotam, bonsoir. Bonsoir Sophie. Alors vous êtes le créateur de l'application Carter. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit? Très bien. Alors, donc, je suis le président de la société Ansap fait ça. Ansap fait ça, c'est quoi? C'est une société donc, qui crée des plateformes pour mettre en relation les professionnels avec la demande. Donc là, notre premier bébé, notre premier produit, c'est Carter, donc une application dédiée au transport, donc qui propose déjà un service de chauffeur privé, donc qui met en contact tous les chauffeurs privés de notre base de données avec nos clients pour un service immédiat. Et aussi un service de covoiturage. Qu'est-ce que c'est? Donc le but, c'est d'attirer toute une communauté de covoitureurs de manière à accélérer ce qu'ils font déjà, c'est-à-dire du covoiturage. C'est un vrai besoin en Guadeloupe de créer quelque chose comme ça? Oui, on est parti du constat vraiment que le transport, c'est un secteur où il y a tout à faire, il y a pas mal d'enjeux, ce sont des challenges, mais il y a vraiment un réel besoin auquel nous pouvons répondre et c'est dans ce besoin que nous nous sommes positionnés. Vous êtes très jeune, vous avez 25 ans. Alors, comment un jour on se réveille et on se dit « Tiens, je vais créer une application » À vrai dire, tout a commencé il y a plusieurs années de ça, en fait, en 2014. J'ai pas eu cette idée d'un point de vue de développeur, finalement. C'est vrai que moi, j'ai fait mes études ont souvent tourné finalement autour de la sociologie et des ressources humaines. Et c'est vraiment d'un point de vue RH, lors de mon stage à Londres, que je me suis rendu compte qu'il y avait clairement quelque chose à faire, en tout cas en Guadeloupe. C'est-à-dire que le but dans ça fait ça, comme je le disais, c'est relier la compétence et la demande. Je suis parti du constat qu'il y a un grand gouffre finalement entre des compétences vraiment pertinentes sur notre territoire et une demande très importante qui n'attend que ça, de pouvoir contacter ce genre de personnes. Donc je me suis posé la question, donc pourquoi s'il y a la demande et s'il y a la compétence, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui me manque? Donc je me suis positionné finalement comme un acteur finalement de ce développement et arrivé donc avec cette réponse comme le pont finalement qui relierait la compétence et la demande. Et tout naturellement, le secteur du transport est arrivé très rapidement. Donc bien sûr, pas arrivé en répondant avec tous les secteurs, mais sur un secteur clé, notamment le transport. Et donc c'est ce qu'on a fait avec Carter. Vous avez rencontré quelques difficultés à la mettre en place, cette application? Oui, c'est vrai que passer de l'idée au concret, finalement, c'est toute une aventure, mais c'est ce qui est magnifique aussi. Pas mal de difficultés, en fait, des difficultés quotidiennes, finalement. Je pense que déjà tout naturellement, lorsqu'on veut devenir entrepreneur, c'est tout un ensemble de difficultés, notamment sauter le pas, sortir de sa zone de confort. Je pense que c'est des difficultés qui sont naturelles et qui nous forment. Vous, justement, vous avez gardé un emploi à côté? Alors, ça a été en fait assez de manière progressive. C'est-à-dire que mon projet visait toujours la Guadeloupe. Au départ, je travaillais donc à Paris. Donc, mon premier saut a été justement de partir et de quitter tout ce que j'avais à Paris donc pour revenir travailler en Guadeloupe. Je me suis rendu compte... Ça a toujours été un souhait de travailler en Guadeloupe. Voilà. Donc, ça a toujours été un souhait, en tout cas, de revenir et de construire quelque chose dans mon pays. C'était clair. Quand? Je ne savais pas. Finalement, ce projet a fait accélérer les choses, et tant mieux. J'ai cru que j'allais sauter le pas du coup en revenant en Guadeloupe et en concrétisant mon projet. Mais tout s'est concrétisé finalement quand j'ai vraiment sauté le pas, c'est-à-dire passer du statut de salarié à entrepreneur. C'est vrai que je me suis rendu compte que voilà, en étant salarié, finalement, c'est mon temps, mon énergie que je consacrais à une société qui n'était pas la mienne. Et que certaines choses ne pouvaient pas se faire, notamment par exemple vous rencontrer donc en plein après-midi, ça aurait été impossible. Donc voilà, j'ai sauté le pas, mais j'ai fait le choix de garder un emploi. Donc déjà pour me rémunérer, pour manger et aussi faire accélérer la société. Donc c'est ce que j'ai toujours aimé faire, donc le recrutement. C'est une sécurité. Exactement, une sécurité et aussi un accélérateur. Ça me permet justement de booster pas mal de choses, notamment au sein de ma société. Mais aussi en même temps comme une sorte de garantie de manière beaucoup plus serein et pouvoir prévoir un peu mieux l'avenir. C'est vrai que maintenant moi je sais que justement le concept quand ça fait ça c'est ça, je sais le faire donc je le fais. Donc je me suis dit tout simplement
je recrute depuis des années pour des sociétés. Je peux le faire à mon compte, je sais le faire, donc je le fais. Et je pense que c'est la solution adéquate. Et jusqu'à présent, ça va. Mais le but à long terme ou à moyen terme, c'est d'en vivre? Voilà. Le but, bon, quand je crée ma société, c'est sûr, c'est de créer une rentabilité. Le but de ma société, c'est de savoir qu'elle puisse s'autosuffire, de manière à ce que je puisse me rémunérer, de manière à ce que je puisse créer de la richesse, clairement. Plus loin encore, le fait que je puisse me rémunérer et en vivre, c'est avoir la fierté de savoir que j'ai créé quelque chose qui crée de la richesse, qui me fait vivre, qui fait vivre justement les prestataires qui tournent autour de cette application, qui fait vivre justement donc tout un écosystème de la Guadeloupe et qui s'inscrit vraiment finalement dans une démarche d'être un acteur du développement de mon île. Donc c'est vraiment pour toutes ces raisons que oui, il faut que j'en vive. Mais l'application, elle est gratuite. Donc Voilà. comment vous pouvez après dégager un salaire de ça? Alors notre modèle économique se repose sur quoi finalement? Sur un ensemble de transactions. Donc c'est vrai que le but de l'application finalement, c'est que le maximum de personnes en téléchargent, s'en servent, donc soit pour le covoiturage, le chauffeur privé, etc. Et on se rémunère sur les transactions. Donc c'est une commission sur les transactions qui nous permet justement de générer du bénéfice. Donc plus les gens justement utilisent cette application, mieux c'est pour nous, ça c'est sûr. Et après, donc tout un système dérivé donc de l'application qui nous permet de générer au maximum du bénéfice via cette application. Vous êtes combien là aujourd'hui dans l'entreprise? Alors au sein de l'entreprise actuellement, nous sommes 4. Nous avons chacun nos champs de compétences, autant dans la communication, la gestion de projet, relations publiques. Ça nous permet justement d'être assez efficace et d'être réactif sur chacun des domaines que va demander Carter et on s'appelait ça. Tout le mois de février, l'application, elle était en test, on peut dire. Qu'est-ce que ça a donné? Comment ça s'est passé exactement? Alors, comment ça s'est passé finalement? Au départ, nous avons donc lancé les préinscriptions au début du mois de février. Nous avons lancé les préinscriptions de manière à ce que les gens puissent donner leur adresse email, mettre leur contact et nous dire oui, on est intéressé par l'application. Il y a beaucoup de gens qui sont préinscrits? Donc c'est vrai qu'on était agréablement surpris. Les gens se sont préinscrits en masse, donc c'est assez intéressant. En tout cas, on estimait, enfin, on n'attendait pas un nombre comme celui-ci. On n'avait pas de destination précise, on avait un seuil minimum en tout cas pour être satisfait qui a été totalement dépassé. C'était quoi le seuil minimum? Alors le seuil minimum c'était d'avoir au moins 40 personnes sélectionnées sur l'application pour pouvoir avoir un échantillon, les faire utiliser l'application et voir comment ça tourne. Et au final? Donc au final, on va communiquer sur les chiffres précis, mais en tout cas ça a été totalement dépassé. C'est encourageant. Voilà, c'est encourageant, notamment au niveau des chauffeurs qui eux justement donc sont des professionnels donc du transport. C'est des chauffeurs qui étaient déjà en place. Voilà, des chauffeurs qui étaient déjà en place, des gens qui eux-mêmes ont senti finalement que le système de transport évoluait, qu'on pouvait faire encore mieux. C'est vrai que j'aime bien le dire, moi je dis que je travaille, je recrute en tout cas, je ne recrute pas de chauffeurs, je recrute des entrepreneurs. C'est-à-dire, bon déjà c'est des entrepreneurs c'est sûr, mais c'est aussi en tout c'est des gens en fait qui savent qu'ils vont créer en fait la richesse par rapport à leur attitude et se démarquer par rapport à un service client, c'est qui va faire finalement la valeur ajoutée du service. Donc c'est un peu comme ça qu'on travaille. À Carter, on est tous conscients de ça. Donc c'est des gens voilà qui savent que leur service client mêlé donc au service de Carter nous permettra justement de nous démarquer et de créer quelque chose de formidable. Comment ça se passe? Donc une fois qu'on télécharge l'application, après ça marche par géolocalisation, comment ça passe? Exactement. Donc voilà, les gens qui sont préinscrits déjà à l'application peuvent le faire déjà en ce moment, donc la version bêta est sortie pour eux. Donc ce qu'ils font, s'ils font du covoiturage, ils appuient sur la section chauffeur privé, excusez-moi. Ils font du chauffeur privé, ils appuient sur la section chauffeur privé, ils se font géolocaliser, donc de manière assez précise, donc latitude et longitude, de manière à pouvoir commander la course, donc mettre la destination. Lorsqu'ils ont mis leur destination, l'ordinateur calcule le prix, la distance et toutes les informations nécessaires pour le client. Lorsqu'il est satisfait donc avec le prix, la distance et le chauffeur, donc il commande et directement donc il est mis en contact avec le chauffeur le plus proche qui est en ligne. D'accord. Donc le chauffeur, lui de son côté, quels sont les avantages pour lui, c'est qu'il n'a pas besoin d'appeler le client, il sait exactement où se trouve le client. Et également il n'y a pas de transaction à faire. C'est-à-dire que le client et le chauffeur ont tous les deux marqué au préalable leurs informations bancaires. D'accord, ils ont déjà un compte lié à l'application. Ils mettent en carte bancaire. C'est sécurisé. Voilà, exactement. Tout est sécurisé. Donc, par un système de paiement en ligne, justement, qui est spécialisé dans ce genre de service, qui règle même également les litiges et autres. Ça nous permet justement, c'est ça justement l'avantage, avoir justement des transactions fiables et sécurisées, qui évitent tout genre de litige. Donc, pas d'échange de billets en main, pas de calcul de prix, pas de surprise.
On sait déjà le prix de la course Exactement. avant de la faire. Voilà, donc le client, avant de commander, donc il verra quoi finalement, les kilomètres qu'il va parcourir, le temps de trajet. Ça évite les mauvaises surprises. Exactement, et surtout le prix. Il y a combien de chauffeurs qui sont disponibles? Pour la version de préinscription, finalement, on a décidé d'en mettre en tout cas en ligne une quinzaine de chauffeurs. D'accord. De manière à ce que justement ils peuvent en fait de manière on va dire ajustée par rapport à la demande des préinscrits. Ouais. Le but c'est quoi? C'est finalement que les chauffeurs aient assez de courses de manière à voir eux-mêmes qu'ils peuvent rentabiliser justement ce service très rapidement. Parce qu'ils avaient quelques réticences au départ? En fait, j'ai rencontré pas mal de chauffeurs. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas tous le même esprit finalement. Il y en a justement qui sont convaincus, intimement convaincus que ce genre de service, c'est ce qu'il leur faut actuellement en 2017. Il y en a d'autres qui seront un peu plus réticents, se disant que peut-être qu'ils ne vont pas rentabiliser, peut-être qu'il n'y aura pas assez de courses, peut-être même qu'il y aura trop de courses. Enfin voilà, beaucoup de paramètres. Mais je pense que ce qui les intéresse tous, même soit intéressés ou pas, c'est combien de courses je peux avoir avec cette application. C'est vrai que finalement, par rapport à ces professionnels, Carter se présente finalement comme une sorte de commercial digital qui est là pour leur apporter plus d'affaires. D'accord. Et pour la partie covoiturage, comment ça se passe? Alors la partie covoiturage, donc c'est toujours ce même service de géolocalisation. Donc là, c'est un particulier donc, qui va se géolocaliser, qui va dire que ok, d'ici à Sainte-Rose, je fais tous les jours ce trajet, donc à 7h du matin, ou sinon je le fais exceptionnellement demain. Donc je propose ce trajet. J'estime que ce trajet me prend combien d'euros d'essence, donc par personne dans la voiture, je demanderai une compensation de 5 €. Donc il lance sa demande. À côté, il y a le covoituré qui lui met ses trajets habituels ou un trajet exceptionnel. L'ordinateur calcule la correspondance. Lorsqu'il y a une correspondance qui se fait, on les met en relation de manière à ce que, comme le chauffeur privé, il puisse justement opérer donc le covoiturage en toute sécurité, donc transaction en ligne, géolocalisation pour ne pas s'embêter à perdre la personne qu'on va covoiturer. Parce que le covoiturage, le gain finalement, c'est du partage de frais, mais c'est pas de la perte de temps. Donc c'est ça en fait, en gros. C'est aussi écologique. Exactement. Ça évite les bouchons. Voilà, c'est exactement ça. On veut vraiment jouer sur ça aussi également, l'éco-responsabilité. Ouais. Le but, c'est justement c'est de répondre à ce gros fléau qui est finalement l'embouteillage fréquent, chronique, pour lequel nous souffrons à chaque fois. Qui est un vrai problème ici sur le territoire. On serait vraiment fiers de venir et de montrer que voilà, grâce à Carter, voilà, il y a moins de 50% de bouchons en moins. Ce serait vraiment une fierté. C'est ce qu'on vise. Je pense que c'est tout à fait possible. Le but justement, c'est un besoin qui est existant, mais c'est vrai que c'est un besoin qui n'a pas encore été traité de cette manière. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est dans les mentalités? Parce qu'il y a déjà eu des essais comme ça de covoiturage en Guadeloupe. Ça n'a pas forcément bien fonctionné. Exactement. On le voit quand on prend la voiture, qu'il y a beaucoup de gens qui sont tout seuls dans leur voiture, coincés dans les bouchons. Mais est-ce que c'est pas un souci de mentalité peut-être Alors nous, plutôt que comme un frein, on le voit plutôt comme un challenge. Du coup, c'est un challenge qu'on veut aborder. C'est-à-dire qu'en effet, il y a le besoin, mais en même temps, il y a des blocages à l'entrée qui font qu'on va devoir ouvrir des portes, on va devoir créer ce besoin. C'est sûr que c'est pas quelque chose qui va être inné et automatique, mais on a ce qu'on appelle ces early birds, ces gens qui sont déjà prêts justement à ce changement, qui constatent que oui, en effet, j'avais cette habitude-là, mais là, je suis prêt à changer, j'ai besoin justement de quelque chose pour changer. Nous, on arrive justement pour les accompagner dans ce changement. Quitte à commencer avec une communauté, c'est vrai que le covoiturage, ce qui est intéressant, c'est que c'est la communauté qui va la faire vivre. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'en Guadeloupe, il n'y a pas du tout d'aire de covoiturage, par exemple. Voilà, c'est ça. En fait, il n'y a pas l'infrastructure nécessaire peut-être pour le covoiturage. Il y a une communauté de covoitureurs. Il y a une demande de covoitureurs. Il y a déjà une communauté qui existe. Oui, en fait, il y a plusieurs communautés de covoiturage justement qui existent, qui fait avec. Le but, c'est quoi finalement? C'est d'accélérer justement ces relations entre covoitureurs en apportant tout ce qui manque, c'est-à-dire en apportant l'information. Parce que bon, honnêtement, moi, je prends le covoiturage, mais c'est vrai que je prends rarement quelqu'un en stop que je ne connais pas dans la rue, surtout la nuit. Le but, c'est justement... C'est pas tout à fait la même démarche. C'est pas la même démarche, mais c'est vrai que c'est toujours le but de prendre quelqu'un qu'on ne connaît pas dans la voiture. Nous, on arrive justement en apportant l'information, la sécurité, la fiabilité et la transaction. C'est très rassurant au final. Voilà. En fait, c'est ça. On apporte via une application, finalement, on répond à toutes les questions que le covoitureur ou le covoituré irait se poser. Et on va répondre finalement à tous les besoins qu'il aurait pour assurer un covoiturage fiable. En fait, en gros, on mâche le travail de manière à ce que lui, finalement, il ait juste à prendre sa voiture et suivre son trajet.
et conduire de manière éco-responsable. On a une idée là sur les gens qui ont téléchargé la version bêta de quel type de gens il s'agit? Est-ce que c'est plutôt un public jeune? Pas forcément. Est-ce que c'est plutôt des femmes? Est-ce que c'est mixte? Est-ce qu'on a une idée déjà? Oui, en fait, déjà avant même de lancer l'application, on avait déjà une idée. En tout cas, comme on appelle ça, nous early birds, des gens qui vont lancer l'application au tout départ. Ouais. C'est assez confirmé, mais on voit quand même une pointe d'intérêt. Justement, on a pu quand même déceler une pointe d'intérêt pour d'autres communautés, d'autres gens qu'on n'aurait pas imaginé très intéressants. Finalement, la classe d'âge justement des plus de 50 ans. C'est vrai que ces gens, on était persuadés que c'était un besoin pour eux, mais qu'il fallait quand même aller les démarcher. On s'est rendu compte avec la préinscription, ça a été une très bonne surprise, que pas mal de gens justement étaient assez intéressés par rapport à ça. Après nos early birds, bien sûr, il y avait des gens justement qui ont déjà goûté à ce genre d'application. C'est vrai que finalement, ces applications qui vont exister à travers la Guadeloupe, donc à Paris, dans d'autres grandes villes. Et ces gens-là qui ont déjà goûté à ça et qui aimeraient justement avoir un service aussi fiable. En fait. Ils savent déjà à quel point ça peut être utile, ça peut changer la vie, ils le font. Après, il y en a justement qui n'ont même pas goûté à ça, mais en fait qui se contentent finalement du service de transport, on va dire, qui est actuellement, mais qui sont dans l'attente de quelque chose d'autre, quelque chose de plus adapté. Et justement, en utilisant l'application, qui ont été, on va dire, pour eux, ça a changé leur habitude en une seule application, enfin une seule utilisation. C'est un peu ce qu'on veut créer justement, montrer que nous, on apporte finalement une prestation de service qui inclut du transport, et non une prestation de transport comme si on transportait quelqu'un comme un sac à patates. C'est vraiment ça. Ouais, c'est pas la même chose. Alors là, vous venez de lancer une campagne de crowdfunding. Pourquoi? Exactement. Donc, on a lancé la campagne de crowdfunding depuis lundi. Donc, on souhaiterait justement faire participer justement tous ceux qui nous suivent. Je pense qu'en fait, c'est vrai que c'est une assez belle aventure. C'est depuis 2014, on parle de ça, on pitch sur ça, on réfléchit sur ça. C'est vrai que ça a pris du temps au final. Voilà, c'est vrai que ça prend pas mal de temps de monter finalement sa boîte. De l'idée au concret, c'est quelque chose d'assez périlleux, mais c'est quelque chose, c'est une aventure magnifique. C'est une aventure vraiment qui est magnifique et je pense que si on est là en 2017, c'est parce que les gens ont cru en nous. Mais du coup, il vous faut des financements. Exactement, donc j'ai appris à améliorer l'application par rapport au retour qu'on a eu. C'est vrai qu'on est suivi et certains instituts nous font confiance, mais c'est vrai que par rapport à certaines exigences qu'on s'est fixées, notamment la qualité de l'application par rapport au retour des bêta-testeurs par exemple, qui étaient des retours très pertinents, par rapport aussi au financement de la formation des chauffeurs. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on voudrait apporter. Nos premiers chauffeurs, nos premières flottes, pouvoir les accompagner dans une formation VTC, de manière justement donc à répondre à la première mission dans Ça fait ça, c'est quoi? Donc d'amener les gens vers la compétence et leur permettre d'exploiter à 100% les compétences. Donc c'est la chose qui nous tient à cœur. Donc voilà, tout ce genre de choses justement qui nous permettraient justement de concrétiser totalement Ça fait ça, c'est Ecarter. C'est vrai que là je suis assez fier de ce produit qui n'a jamais été aussi concret depuis le début dans Ça fait ça. C'est vraiment un plaisir et une fierté. Et c'est vrai que la dernière étape, voilà, c'est un aboutissement. Et c'est vrai que j'aime bien le dire justement, on est tous un peu fondateurs de ce Ecarter et dans Ça fait ça. Parce que c'est vrai, la première fois qu'on en a parlé, on a vraiment été porté par la première communauté qui a suivi en Ça fait ça. Et ils ont pas mal accéléré les choses, d'ailleurs j'en profite pour les remercier. Et justement, donc c'est encore à nous, justement, à tous ces gens-là qui nous soutiennent, qui nous suivent justement, de permettre de mettre la dernière pierre à l'édifice pour qu'on puisse justement démarrer sur les chapeaux de roue et commencer à changer les choses. Et cette campagne de crowdfunding, elle va durer combien de temps? Alors, elle va durer une trentaine de jours. Le but justement, donc, c'est d'atteindre notre objectif qui est de 13 000 €. Ouais. Donc là, la première semaine, justement, il y a pas mal de promesses de dons et pas mal d'avancées, c'est qui nous a permis justement d'être assez confiants. Donc déjà, on commence à remercier les gens qui nous suivent déjà, donc c'est excellent. Et on continue dans cette lancée de manière justement à montrer qu'ensemble, on peut aller beaucoup plus loin. Donc Ça fait ça, c'est une société. Ça veut dire qu'il y a peut-être d'autres applications qui verront le jour? Ça, c'est sûr. Ça, c'est vraiment sûr. Au tout départ, pour une petite histoire, quand j'ai pensé en Ça fait ça, moi j'ai pensé à une énorme plateforme qui reliait toutes les compétences d'un seul coup, du transport à la logistique, à la restauration, à l'esthétique. D'accord. Je me suis vite rendu compte que bon, c'était peut-être trop ambitieux d'un premier coup de créer une plateforme aussi énorme. Il y a les marche par marche. Voilà. Et on a décidé de le faire plateforme par plateforme. Mais mon rêve, c'est vraiment ça. Donc vraiment mutualiser donc un ensemble de plateformes qui répondent à différentes demandes, à différents secteurs et qui proposent des professionnels triés sur le volet, donc à disposition pour cette demande. Donc il y a déjà des autres projets plus ou moins en cours. Clairement, Ecarter, c'est vraiment le premier bébé, c'est le premier pas à l'édifice. C'est le premier pas, mais clairement, on a plein d'autres projets en cours. En Ça fait ça, ce n'est que le début, vous allez encore entendre parler de nous. Bah écoutez, on espère.
Bah, je vous remercie d'être venu sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Et puis je vous souhaite bonne chance. Je vous remercie. Rachel Lolia a lancé il y a quelques mois l'application Paroka qui répertorie tous les remèdes rasiers de notre territoire. On la retrouve tout de suite sur notre plateau. Rachel Lolia, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes la fondatrice de l'application Paroka. Qu'est-ce que c'est ? Alors, Paroka, c'est la première application sur les plantes médicinales de la pharmacopée caribéenne. Donc, on a une plateforme qui présente un listing de plantes médicinales avec donc leur nom vernaculaire, donc la manière dont on les appelle en français, mais aussi en créole. Et ensuite, quelques éléments caractéristiques. C'est-à-dire le nom scientifique également, mais la fleur, la feuille, les graines, etc. Donc une description botanique. Et ensuite, l'usage en médecine traditionnelle, donc ce pourquoi cette plante est connue, et ses propriétés également, et un mode d'emploi pour qu'on puisse, en fonction de chaque affection, savoir correctement utiliser la plante en termes de posologie, de fréquence et de dosage, avec des recommandations. Donc voilà. Parce que vous, en fait, qui vous êtes ? Quel est votre parcours ? Pourquoi vous avez eu cette idée d'une application sur les plantes comme ça ? Alors, je suis biologiste de formation. Ensuite, j'ai fait une double compétence en ingénierie de la communication et médiation scientifique. Donc, en fait, j'ai vraiment cette compétence de vulgariser l'information scientifique, donc de la rendre accessible à tous. Et c'est vraiment ce qu'on fait avec l'application Paroka, qui est un outil donc de vulgarisation, puisque l'information sur laquelle on se base est une information scientifique. Et en fait, on la vulgarise, on la simplifie pour la rendre accessible à tous. D'accord. Elle est sortie il y a quelques mois déjà, c'était au mois de juillet dernier. Vous avez des retours sur cette application ? Qu'est-ce que les gens vous disent ? De très bons retours, beaucoup de merci. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on l'utilisateur participe aussi à la construction, à l'amélioration de l'application, puisqu'on a aussi des retours par mail avec des conseils, des suggestions, des avis, etc. On a eu un retour négatif, mais qui est aussi constructif. C'était quoi ? Que l'application était ridicule et inutile parce qu'il n'y avait pas assez de plantes. C'est comme si WhatsApp n'avait pas de fonctionnalité. Mais après, je dis, Rome ne s'est pas construit en un jour. Donc, le travail des plantes, de faire entrer les fiches plantes, c'est un travail colossal. Il y en a énormément. Il faut surtout petit à petit. On continue petit à petit. On essaye aussi d'augmenter la cadence. Il faut savoir que avant de diffuser une information, il faut la vérifier. Donc la récolter, la vérifier et ensuite la structurer pour mieux la transmettre. Et donc c'est tout ce travail qui est relativement chronophage, mais passionnant, qu'on réalise au quotidien et qui nous permet progressivement de rentrer plus de plantes. Vous avez rencontré des difficultés à la créer, cette application ? Oui, quelques-unes. Oui. Comme quoi ? Alors déjà, la compétence de développement, il n'y en a pas beaucoup en Guadeloupe, ou tout au moins la majorité s'axe uniquement sur du développement de sites web. Il n'y a pas justement de développeurs d'applications ? C'est très rare. C'est très rare et quand il n'y a pas forcément de formation pour ça peut-être ? Alors il n'y a peut-être pas forcément de formation pour le développement d'applications mobiles. Il existe pour tout ce qui est métier de l'informatique, métier de l'internet et développement de sites. Mais peut-être pas assez pour l'application mobile, qui est tendance en ce moment d'ailleurs. Donc c'est un métier d'avenir, un métier de demain, donc à travailler dessus. Et ensuite, généralement les quelques-uns qui existent, ils ont pris d'assaut, donc n'ont pas forcément le temps de développer de nouveaux projets, ou alors en termes de prix, c'est relativement cher. D'accord. Et d'autres difficultés ? Alors les difficultés, après l'argent c'est le nerf de la guerre, donc financer, comme j'ai dit, le digital c'est vraiment quelque chose qui coûte très cher. C'est pas du tout les mêmes modèles et les mêmes budgets qu'une entreprise classique ou qu'un projet classique. Par rapport à quoi ? Par rapport à si on veut monter un restaurant, si on veut monter une boutique de vêtements, ou c'est pas les mêmes budgets. On n'achète pas de matériel, tout est immatériel et pour autant ça coûte très cher puisque c'est de la compétence qui n'est pas forcément donnée à tous. Donc si on ne maîtrise pas certains langages de code notamment, on ne peut pas avoir accès à ces supports, à ces outils. Vous, quand vous êtes arrivé sur le marché, il y en avait d'autres des applications mobiles ou c'est quelque chose qui arrive petit à petit ? Alors c'est quelque chose qui arrive vraiment petit à petit.
Quand moi j'ai pris la décision de mettre en place ce projet, j'avais connaissance que d'une application sur la Guadeloupe notamment. C'était quoi? C'était l'application Foodil, le guide digital des bonnes adresses en Guadeloupe. Application qui finalement m'a beaucoup inspirée puisque voilà sa façon d'avoir été réalisée, voilà, c'est vraiment, ça représentait la réalité de l'entrepreneuriat sur la Guadeloupe. Et maintenant, petit à petit, on en a d'autres qui naissent et qui voient le jour, et d'ailleurs c'est très bien. Vous vous entraidez entre vous? Est-ce que vous vous connaissez déjà? Oui, on se connaît parce que finalement on n'est pas si nombreux, on arrive à échanger, mais on échange surtout pour apprendre, s'entraider, que ce soit constructif. On échange sur nos difficultés, sur nos astuces, voilà, sur des orientations, puisque finalement, seul on peut aller plus vite, surtout si on a les moyens, mais ensemble on va plus loin. Donc d'une certaine manière, on participe à la construction de cet écosystème. D'accord, vous êtes devenu un petit groupe de travail presque. Presque, oui. Vous, pour votre application, vous avez dû monter votre start-up, c'est ça? Oui. Comment ça s'est passé? Alors là aussi, c'était une autre étape puisque la culture de start-up n'est pas très démocratisée en ce moment. Ici en Guadeloupe? Ici en Guadeloupe. Pourtant, c'est vraiment quelque chose qui est en plein essor ailleurs dans le monde et en hexagone, etc. Ouais. Donc du coup, tout ce qui est démarche administrative, trouver le bon statut, trouver peut-être les bons modèles, parce que c'est important avant de monter une société d'avoir un modèle économique, d'avoir un prévisionnel, puisqu'on systématiquement nous demande le prévisionnel. Sauf que la problématique, c'est que le prévisionnel d'il y a 3 mois n'est plus valable aujourd'hui, et on ne sait pas s'il sera encore valable dans 3 mois. Donc c'est quelque chose qui... C'est dû à quoi ça? Parce que le digital, ça va super vite. Il faut qu'on s'ajuste en fonction des besoins, il faut qu'on s'ajuste en fonction des possibilités de monétisation, voilà. Donc il y a vraiment pas mal de facteurs et d'enjeux qui rentrent en compte, qui font que la start-up, qui est amenée justement à avoir une croissance rapide, mais qui a aussi cette caractéristique d'être instable, en permanence en modulation, en recherche de son modèle, etc., fait que c'est un peu difficile parce qu'au final, que ce soit les experts comptables, que ce soit les avocats ou que ce soit les banques, n'ont pas encore vraiment cette culture. Donc c'est encore difficile de trouver des personnes qui puissent... Ils restent frileux. Voilà, c'est un peu... C'est peut-être pour ça qu'il n'y en a pas plus? Non, je pense pas. Je pense simplement que ça prend petit à petit et que à un moment on y arrivera, puisque c'est presque inévitable. Ailleurs, ça se fait, ça se développe très vite. Ça nous rejoint déjà, puisque la majorité des personnes, notamment de ma génération, qui ont fait leur étude à l'extérieur. Je le rappelle juste pour les téléspectateurs, vous êtes jeune, vous avez 29 ans. Oui, 29 ans, mais quand je dis personnes de ma génération, je parle déjà des 25-35, hein, donc voire même 40. Hein, c'est vraiment très large. Une grande génération. Une grande génération, on l'appelle d'ailleurs génération X. Non, génération Y, pardon. La génération Y, c'est la génération qui est connectée. Ouais. Et donc, cette génération est très connectée, voit les choses qui se développent ailleurs, donc qui sont scalables localement et voilà, qui sont force d'innovation et donc ça va se faire. Il faut que la Guadeloupe se connecte encore plus. Non, mais elle est déjà en train de se connecter, donc. D'accord. Voilà. Vous, votre application, elle est gratuite? Oui, elle est gratuite. On a juste à la télécharger et on a accès à tout le contenu. C'est ça. Comment vous, alors, vous obtenez une rémunération? Est-ce que vous pouvez en vivre déjà de ces applications? Alors, c'est aussi l'une des caractéristiques des startups. Ouais. C'est vraiment de l'investissement à long terme. C'est un peu un pari qu'on fait sur le potentiel d'une idée ou d'un projet. Donc, on met déjà en place et puis après, on voit comment on peut vraiment gagner beaucoup d'argent avec. Mais pour le moment, non. Pour le moment, non. Pour le moment, non. Paroca ne me rapporte pas d'argent. C'est beaucoup d'investissement, de temps personnel, de compétences, etc. Parce que c'est une idée à fort potentiel. Et mais elle est réfléchie quotidiennement, retravaillée, revisitée, améliorée pour que demain elle soit monétisable et qu'on puisse justement avoir une rentabilité. D'accord. Donc sur du long terme, vous envisagez par exemple d'en vivre? Ça serait bien, oui. Du coup, si vous ne vivez pas encore de cette application, vous avez néanmoins des gens qui vous aident à la financer, parce que j'imagine que c'est un coût énorme.
Alors, pour le moment, on n'a pas forcément de personnes qui nous aident à la financer, mais on a énormément d'aide à la mettre en place, à la réaliser, que ce soit par du conseil, par du réseautage, par des rencontres, etc. Donc, il est très important, surtout quand un écosystème comme ça n'est pas encore mûr, de pouvoir avoir des personnes relais. Donc, je suis par exemple adhérente du cluster du numérique, qui est Guadeloupe Tech. Donc ça permet aussi donc du coup de rencontrer d'autres personnes qui sont dans le même contexte que moi, qui ont les mêmes problématiques. Vous êtes combien de membres à peu près? Alors je crois qu'on est à peu près 70. C'est pas mal déjà. Oui, ça va, c'est vraiment relativement, c'est diversifié. Il y a un peu de tout, mais toutes ces personnes sont intéressées par l'évolution et le développement du numérique sur le territoire. Donc au final, on peut rencontrer des geeks, on peut rencontrer des spécialistes de la com, digitale. Bien sûr, on peut rencontrer d'autres start-upers d'applications. On rencontre vraiment un peu de tout, mais aussi des partenaires, puisque eux, ils ont des partenaires. Donc des partenaires qui nous disent, mais vous savez, il existe des dispositifs, donc n'hésitez pas, on vous accompagne, etc. Donc voilà. D'accord, parce que c'est quelque chose quand vous êtes lancé que vous ne connaissiez pas du tout, c'était un peu pas inconnu, parce que vous n'avez pas du tout fait d'études dans ce domaine-là. Ah non, du tout. Moi, je maîtrise la cellule et son fonctionnement, hein, donc tout ce qui est reproduction de la cellule, multiplication, etc. Tout ce qui était déjà digital, par rapport à ma double compétence, j'avais quelques notions, oui. Mais ensuite, le monde de l'entrepreneuriat et ensuite la culture de start-up, c'est vraiment de l'autodidacte. J'ai appris par moi-même. Il y a énormément de formations sur le net qui permettent justement d'avoir les bonnes réflexions, de se poser les bonnes questions, suivre les bonnes étapes, parce que ça c'est très important. Ouais. Quelle que soit l'aventure qu'on souhaite prendre, il faut savoir quelles sont les étapes à suivre, et donc pour ne pas se tromper et ne pas perdre de temps ou faire d'erreurs. Voilà, donc c'est très important de se former. Vous pensez en avoir fait quelques-unes quand même? Ah oui, je pense, oui. Mais on apprend de ça. Mais on apprend aussi de ses erreurs. Alors, il faut savoir que j'apprends aussi beaucoup de l'expérience des autres, d'où l'idée de parler de son projet. Il faut savoir parler de son projet, savoir comment parler, mais parler quand même. Donc, il existe des pitchs qui permettent de concentrer l'essentiel de l'information qu'on souhaite divulguer, sans pour autant livrer tout le secret de son projet. Pour pas qu'on vous pique l'idée. Voilà. Bien que je pense qu'on est maintenant en 2017, on pique plus les idées. Hein. Donc, une idée, ça n'a pas de valeur tant qu'on n'a pas exécuté. Et même sous le temps de la rapidité d'exécution, tout se fait... Enfin, la différence se fait à plusieurs niveaux, ne serait-ce que le porteur de projet n'est pas le même. Donc, une idée, on peut pas la voler. Donc, ça, c'est mon opinion. Mais c'est vrai que en sachant parler de son projet, on peut faire de bonnes rencontres. Et ces rencontres nous permettent soit d'aller un peu plus vite, soit de mieux nous orienter et d'éviter de faire certaines erreurs, ou alors, à partir de nos erreurs, de les analyser et d'aller plus loin. Vous, l'application, ça vous a permis de développer également d'autres choses, comme des conférences par exemple? Oui, alors on a développé les conférences et les ateliers, qui n'étaient pas forcément au programme au début du projet, mais qui répondent finalement à un besoin, puisque c'est un des retours qu'on a eu des utilisateurs. Ils voulaient toujours aller un peu plus loin dans l'information. Donc là, c'était l'intérêt pour nous de pouvoir nous adresser à cette audience. Donc les conférences nous permettent de sensibiliser, de promouvoir la santé par les plantes, mais de façon structurée, hein, et j'entends par là d'avoir les bonnes pratiques, savoir comment faire attention, mais aussi prendre en compte et considérer les recommandations et les contre-indications, puisqu'une plante, elle est certes bénéfique, mais elle peut être aussi toxique. Une de nos dernières conférences était sur le diabète et les plantes, parce que ça aussi, c'est vraiment très important. Un diabète de type 1, un diabète de type 2 n'a pas le même effet, enfin une plante n'a pas le même effet si c'est l'un ou l'autre des diabètes. Et là, prochainement, on a pas mal de thématiques comme la santé de la peau, la santé de la femme, la santé de l'enfant, etc. Donc voilà, à chaque fois aborder chaque problématique de santé directement liée aux plantes. Et les ateliers sont dans un objectif beaucoup plus pratique, où on accompagne la personne qui participe à l'atelier à faire par lui-même. Donc voilà.
C'est des ateliers et des conférences qui sont ouvertes à tous? Oui, alors les conférences, elles sont gratuites, elles sont ouvertes pour tout le monde, parce qu'elles sont dans cet objectif d'information et de prévention de la santé. Donc voilà, elles sont gratuites. Mais les ateliers, par contre, sont payants. Il faut bien qu'on ait un moyen, voilà, d'entrer, voilà, pour continuer à financer le développement de l'application. C'est des professionnels qui interviennent? Oui. Sur les conférences, ce sont des professionnels qui interviennent, et sur les ateliers, ce sont des spécialistes d'animation en fonction des thématiques et des domaines qui interviennent. D'accord. Vous envisagez encore des nouveaux projets comme ça? Oui, petit à petit. De toute façon, il faut se diversifier, il faut continuer à étoffer le concept, puisque maintenant, Paroka, ce n'est plus uniquement une application, c'est tout un concept. Et donc, et même une communauté. Et même une communauté. Et donc, on a pas mal de projets à venir et beaucoup d'autres surprises qui vont se révéler au cours de l'année. Bah écoutez, j'espère que vous viendrez nous en parler sur notre plateau. Merci beaucoup. Je vous remercie en tout cas d'être venu. Merci. C'était ETV Éco, merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas que nous aussi nous sommes connectés puisque vous pouvez télécharger gratuitement notre application mobile ETV pour retrouver tous les replays mais également ETV en direct. À très bientôt.